Ici Michel Bureau, je vous parle du Roquemont de Saint-Raymond, un endroit à découvrir, un endroit de villégiature, un endroit fantastique, soit dit en passant. Et je suis accompagné des gens de la métropole.com. La métropole.com est un média web qui suscite de plus en plus d'intérêt dans la région de Portneuf, mais également dans la région de Québec. On y accorde de plus en plus d'importance. Et je suis accompagné du rédacteur en chef Alain Clavet et de Martine Housset, qui est également de la métropole.com. Alain, salut. Oui, salut Michel, ça va? Martine, merci d'être là aussi. Bonjour. Alain, est-ce que tu en étais à ta première visite de Portneuf? Parce que tu as découvert, je pense, une région qui est très intéressante et beaucoup de choses à voir ici. Évidemment, j'étais passé par Portneuf, mais j'avoue que c'est une découverte dans le sens que c'est vraiment, les gens sont extrêmement gentils. Aujourd'hui, on s'est promené dans un parc magnifique sur le bord de la rivière à Saumon. C'est vraiment fascinant parce qu'au fond, on a l'avantage d'un milieu urbain à une demi-heure de Québec. Mais puis en même temps, avec tout le raffinement, là, ici, on est dans une microbrasserie, le restaurant est excellent. Donc, au fond, on a le meilleur des deux mondes. On a à la fois la nature et la culture et le raffinement de la gastronomie. Je trouve que c'est une belle découverte. Maintenant, si on parlait un peu de la métropole.com, la métropole.com suscite de l'intérêt en dehors de la métropole de Montréal. Ça a même inspiré le journal local ici, le Courrier de Portneuf, qui a fait un reportage sur l'accordéoniste Denis Côté après avoir pris connaissance d'un texte qui est paru sur la métropole.com sur Denis Côté. Vous avez l'intention de prendre de plus en plus de place en région. Bien, tout à fait, c'est notre objectif. D'ailleurs, l'article était excellent. Tu en étais d'ailleurs l'auteur. Et je dis pas ça pour te flatter, mais tu es un collaborateur vraiment très, très important dans la métropole. Tout le monde te connaît. Tu connais très bien le sport et tu connais aussi la culture. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une priorité maintenant pour la métropole d'avoir des représentants dans chaque région. On a déjà des correspondants dans plusieurs régions, mais là, on va aller plus loin. On veut que quand les gens vont aller sur la métropole, ils puissent avoir le goût du Québec et le goût de découvrir notre Québec, notre nation qui est extraordinaire, de la Gaspésie à Sherbrooke, au Lac-Saint-Jean, à Gatineau. Et puis, Martine aussi, on a fait beaucoup de voyages ensemble. Et la métropole, maintenant, couvre plusieurs régions. Vous avez des collaborateurs dans la région de la Mauricie, Oui. M. Bouchard, Oui, même des collaborateurs outre-mer. Oui, en fait, on a deux correspondants en France. Il y en a un qui est professeur à l'Université de Dijon, Laurent Bordelais. Et lui, c'est un fou passionné de cinéma québécois. C'est incroyable comme souvent les Français nous aiment et il va plus loin même que nous. Il va dans la psychologie de Dolan, par exemple. Il a regardé tous ses films, puis il nous fait des articles savants. J'avoue que j'apprends beaucoup sur le cinéma québécois en lisant ce Français qui adore le Québec. Et aussi, il y en a Béatrice qui est dans la région de Strasbourg, qui, elle, est plus art visuel. Son mari, c'est un peintre connu. Alors, on a comme ça des antennes et même c'est amusant de mentionner que notre caricaturiste est en Algérie. Imaginez. Alors, donc, j'ai eu une idée à un moment donné pour, disons, mes sujets favoris, là, Legault, Valérie Plante et Fitzgibbon, malheureusement, qui est parti parce que c'était une de mes victimes favorites. Alors, donc, je décris une situation politique et les politiciens ont l'art de nous créer de l'absurde. Alors, je décrivais l'absurde. Je l'envoie à notre ami Salim à Oran, en Algérie, puis lui, il a l'art du dessin. Alors, il nous fait des caricatures superbes. Alors, la métropole, c'est à la fois sérieux, mais aussi il y a de l'humour, et puis on a des prises de position éditoriales. C'est un ensemble. On a des très bons articles, évidemment, sur le sport, mais aussi sur la restauration. Martine est une spécialiste de la restauration depuis des années, et il nous fait d'excellents articles. Je suis né dedans. Oui, t'es né dedans. Je suis né dedans. La potion magique, Passion magique. comme Astérix. Mon père était restaurateur. J'ai continué. Après, j'ai travaillé avec des grands restaurateurs comme Bernard Ragnaud et tout ça. Je suis né dedans, je peux pas sortir de ça. Combien de collaborateurs en tout et partout, Alain? Vous avez quand même plusieurs collaborateurs. Oui, on a une quinzaine là, qui sont réguliers.
Puis c'est des passionnés. Aline Apostolska, par exemple, est une spécialiste de la danse contemporaine et elle a publié une trentaine de livres. On est vraiment chanceux d'avoir une équipe comme ça. Parmi l'équipe de 15, on en a 5 qui ont déjà été rédacteurs en chef. Il y en a qui ont été 12 ans, 15 ans au Journal de Montréal, au Devoir. Alors, ça fait une équipe vraiment riche, formidable. On a deux, en fait, qui sont des spécialistes du vin. Roger Huet a écrit, mon Dieu, 2-3 000 articles savants sur le vin. Il y a Claude Lalonde, qui est très connu dans la région des Laurentides, qui nous fait un texte sur les meilleurs vins du mois. Alors, à chaque mois, il y a choisi 6 ou 7 vins. Puis c'est toujours très, 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 très bien décrit. Il mentionne le prix, la référence à la SAQ. Alors, au fond, il y en a un peu pour tous les goûts. Quand les gens vont sur la métropole, ils peuvent avoir l'espèce de goût. Ce qu'on veut donner, c'est le goût de la culture. C'est-à-dire ce qu'on aime. Puis, Martine et moi, on a toujours pensé comme ça. On veut que les gens sortent de la maison, aillent au cinéma, aillent au théâtre, au restaurant. Et surtout après nos 2 ans terribles de pandémie, il faut que les gens reprennent l'habitude de sortir puis de s'engager dans la culture. Et nous, on est un acteur, en tout cas, on a un acteur très actif à Montréal et dans les régions sur ces questions. Liberté de presse chez vous, parce qu'il y a comme un monopole présentement, puis souvent on entend la même version dans le journal, je ne fais pas allusion à qui que ce soit, là. Je me garde un petit gêne, mais on se comprend. On trouve les mêmes nouvelles à un réseau de télévision, les mêmes nouvelles dans un journal, les mêmes nouvelles à la radio. Mais chez vous, c'est liberté de presse. Il n'y a pas de ligne de parti, si on veut. Non, il n'y a pas de ligne de parti. Puis on est, contrairement aux grands journaux de Montréal, on n'est pas associé ni à un syndicat, ni à une compagnie privée, ni à une banque, bon oui, à une caisse populaire, comme Le Devoir, sans le mentionner. Alors, disons que ce soit Le Devoir ou la presse, ils sont vraiment attachés à du corporatif, ils sont attachés à des syndicats, parfois, à des lignes de pensée. Puis malheureusement, tu l'as très bien souligné, Michel, tu as raison, il y a une concentration malheureusement, de plus en plus grande des médias. Et la concentration fait en sorte que, parfois, le propriétaire peut influencer non seulement les médias à Montréal, mais dans l'ensemble du Québec. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la liberté de presse, c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour la liberté d'expression. Alors, on joue un rôle extrêmement important parce qu'à la métropole, on est vraiment indépendant. On a un comité consultatif de gens qui nous donnent des idées, mais il n'y a jamais... quand un texte est bon, quand un texte est... Puis d'abord, c'est ma responsabilité comme rédacteur en chef, là, je vérifie les articles. Alors, nos articles sont de qualité, bien écrits, bien documentés, je vérifie les références. Alors, on a développé au fil des années une crédibilité. Il faut rappeler quand même que la métropole existe depuis 19 ans. Qu'au début, c'était papier. Là, c'était des hebdos, papier, qui étaient distribués dans des gens coutus. Les gens s'en souviennent. Et puis, évidemment, les coûts étant ce qu'ils sont, maintenant, c'est sur le web. Et par le web, on a aussi, il y a les inconvénients qu'on n'a pas le papier physique, mais on a l'avantage à ce que ce soit la planète, parce que je reçois des courriels de l'Inde, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France. Alors, au fond, on a une couverture qui est beaucoup plus grande grâce au web, mais en même temps, il y a le défi du web. Il faut vraiment s'imposer par de la qualité, de la constance dans tous les domaines pour faire notre marque. Et puis, je t'avoue qu'on a un excellent webmestre maintenant, Lucien Dubois, et on se positionne très, très bien. Quand on prend un sujet, à peu près n'importe lequel, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est que, supposons, un Allemand veut aller à Montréal, puis il pense, bon, j'aimerais aller au théâtre, puis il fait une recherche... quelle pièce de théâtre est intéressante à Montréal, il y a des très, très bonnes chances de tomber sur un article de la Métropole parce qu'on est bien positionné sur le web. Donc, voilà, on est en pleine expansion, puis c'est une expansion dans le bon sens, c'est-à-dire vers la qualité et non vers la commercialisation. C'est pas facile dans les médias en ce moment, que ce soit la presse parlée, presse écrite également. Plusieurs fermetures, plusieurs journalistes, plusieurs animateurs de radio qui ont perdu leur job. Comment vous parvenez à survivre? Bien, c'est une très bonne question. Notre façon de survivre, c'est d'avoir des passionnés qui sont... Bon, celui qui est dans le domaine du vin, bien, il reçoit du vin, mais pas de salaire. Pas de pot de vin. Pas de pot de vin. Pas de pot de vin. C'est un très bon jeu de mots. Alors, c'est des passionnés, c'est des gens qui ne recherchent pas un gain financier parce que, bon, on n'a pas les moyens là,
de payer une équipe de 15. Mais c'est des gens qui ont des avantages, qui sont utiles dans leur société et qui peuvent, grâce à la métropole, aller au théâtre, aller au cinéma, voyager. Alors, c'est des gains quand même très intéressants. Puis c'est des passionnés. Quelqu'un qui a été, comme Dominique Popardin, par exemple, qui était 20 ans à faire des chroniques culturelles dans la presse. Et puis la presse, bien évidemment, comme le Journal de Montréal, comme les hebdos, comme les autres médias, ont mis des gens à la porte. Ils sont malheureusement des gens très compétents qui ont de l'expérience, mais ils ont manque de fonds. Alors, ces gens-là veulent continuer à être actifs et souvent ils me téléphonent, puis moi, je les accueille les bras ouverts, évidemment. Et c'est formidable que la métropole soit un point de chute pour ces gens-là qui veulent s'exprimer. Taux de lecture quand même assez impressionnant quand on regarde près de 10 000 infolettres, 50 000 clics mensuellement, vous m'apprendrez si je me trompe, 90 000 pages vues. C'est beaucoup de gens qui suivent la métropole. Bien, tout à fait. Maintenant, notre infolette, elle est hebdomadaire. Et comme tu as mentionné, on rejoint des milliers de personnes. Et non seulement, en fait, chaque semaine, je fais une sélection des meilleurs articles. Alors, c'est intéressant pour moi. Là, ça me donne une espèce de revue de la semaine. Et ça nous donne l'occasion aussi de mettre de la publicité parce qu'évidemment, dans nos revenus, c'est de la publicité. Alors, évidemment, j'invite les gens à mettre de la publicité dans la métropole parce que ça nous aide à développer le journal. Et aussi, c'est possible d'être membre de la métropole parce que maintenant, on a un membership qui donne toutes sortes d'avantages parce qu'on est associé aussi à une maison d'édition. Et quand on devient membre de Métropole, on reçoit le livre numérique gratuitement. Il y a aussi un certain nombre d'institutions, de restaurants, dont chez Alexandre à Montréal, qui est une brasserie très connue, qui offre des réductions pour les membres de la Métropole. Donc on essaie d'être utile à plusieurs niveaux. Et puis, effectivement, il faut être habile, il faut être créatif dans un monde où les médias sont en crise, il faut le dire. Il faut être honnête, là, les médias sont en crise. Les gens se font mettre à la porte et puis il y a beaucoup trop de concentration des médias. Donc la métropole a un rôle, je vais le dire modestement, là, mais je crois que la métropole a un rôle de plus en plus important dans un contexte comme celui-là. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est pas un média, comme on dit, de chat écrasé, si vous me permettez le terme, parce qu'on dit souvent ça, tu sais, des journaux à sensation. C'est pas le cas. Non. Si on parle un peu du contenu de la métropole.com, on a parlé de vin, on a parlé de restauration, on a parlé de sport, mais généralement, là, ça s'adresse à qui, la métropole.com? Bien, ça s'adresse aux gens qui s'intéressent à la culture, des gens qui s'intéressent au voyage, à la gastronomie et au vin, puis à la qualité, si on veut. Parce que nos textes, c'est des textes qui sont quand même assez longs. On n'est pas dans les tweets de trois lignes, là. On est dans le 2-3 pages, parfois plus, avec des références, avec des photos, avec des vidéos. Alors, c'est vraiment, on offre une richesse de contenu. Quelqu'un qui, et au niveau de la variété, j'en ai pas parlé, mais on a Ricardo Langlois qui, chaque semaine, fait une chronique sur un livre de la littérature québécoise et de la poésie québécoise. On est à peu près les seuls à publier régulièrement sur la poésie québécoise. Pourtant, les Québécois aiment beaucoup la poésie. On sait que la poésie, malheureusement, les livres de poésie se vendent pas très bien, mais les gens aiment la poésie. Les Québécois ont toujours été très attachés à ça. Et puis, nous, on joue un rôle à ce niveau-là. Il y a le Festival international de la poésie, entre autres, à Trois-Rivières. On a une très, très belle collaboration avec eux. Et et même, on se paye le luxe, il faut le dire, c'est un luxe en 2024, on se paye le luxe d'avoir un prix de la poésie, imagine. Alors, on a un prix de la poésie de la métropole qui, à chaque année, on décerne un prix de 600 $ au meilleur écrivain selon un comité de lecture. Alors, tu vois, c'est large, là. On passe du sport à l'éditorial. Les éditoriaux, il faut quand même que j'en parle. Les éditoriaux, c'est lorsque on prend position sur des questions vraiment fondamentales. Et on va jusqu'à prendre position sur des choses extrêmement difficiles, comme par exemple la guerre Israël-Hamas. On a pris position là-dessus dès le début, la guerre Russie-Ukraine. On a pris position aussi dès le départ. Et ce n'est pas léger, c'est pas sans réflexion. L'éditorial, notamment sur Israël-Hamas, récemment, a été fait par un ex-diplomate qui a travaillé pendant des années à l'ONU, professeur d'université, PhD. Alors, quand il nous envoie un texte, après plusieurs semaines de réflexion de 6 pages avec 28 références, que je vérifie, là, parce que j'ai aussi une formation en histoire, en administration publique, mais
je fais vraiment une vérification sur le sérieux de la chose. Puis quand je suis vraiment, parfois, vraiment étonné de moi-même de la qualité des articles que je reçois. Donc, c'est un endroit où on peut se fier. La qualité de l'information, c'est un problème, comme tu sais, parce que dans les réseaux sociaux, malheureusement, souvent, on publie tout et n'importe quoi. Les gens publient leurs opinions. Puis l'opinion d'un qui est équivalent à l'opinion de l'autre. Puis finalement, il y a des faussetés, il y a des erreurs, il y a des mensonges qui se répandent et des choses carrément idiotes, sinon vulgaires. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la qualité, dans la précision, la qualité de la langue. Et on est toute l'équipe, on est très fiers de ce qu'on fait. Ben écoute, Alain, merci beaucoup encore une fois, Alain Clavet, d'être venu ici au Roquemont. Merci également à Martine Housset. On invite les gens à vous lire en grand nombre. Et je vous rappelle que cette émission vous parvient du Roquemont de Saint-Raymond. Merci beaucoup d'être là. Je suis en compagnie de François Paquette, descripteur des matchs de baseball à TVA Sport, une source d'inspiration pour des jeunes qui nous écoutent et qui aspirent à une carrière dans les médias. François Paquette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel de m'avoir invité, c'est très gentil. François, écoute, comme je mentionnais d'entrée de jeu, source d'inspiration pour les jeunes qui aspirent à une carrière dans les médias. Tu es un natif de Pont-Rouge. On va parler un peu de ta jeunesse, parce que tu es parti de Pont-Rouge, tu es né à Pont-Rouge, ta famille a déménagé à Victoriaville, à Québec, puis tu as décidé de revenir à Pont-Rouge. Oui, bien, je suis né dans le petit Fossambeau, en banlieue de Pont-Rouge-Sainte-Catherine, où on restait vraiment loin de tout. Mais j'avais le privilège d'avoir un père qui aimait le sport, m'avait même fait un petit terrain de baseball. Fait que moi, j'ai joué au baseball en solitaire très, très longtemps. C'est peut-être là que je me suis pratiqué aussi à décrire des matchs dans ma tête. Mais par la suite, on a déménagé au village. Jusqu'à un certain âge, moi, je suis resté ici. Mais la vie m'a amené, avec le travail, à Victoriaville. Donc, moi, j'ai décidé évidemment d'aller travailler à Victoriaville. Je suis resté un peu à Québec parce que j'ai travaillé longtemps à CHRC Québec 800, qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Et je suis revenu à Pont-Rouge il y a tout près d'une vingtaine d'années. Puis même si aujourd'hui je travaille à Montréal, il n'y a pas question que je déménage, je suis un gars de la place, j'ai ma famille, j'ai mes amis, ma vie est pas mal ici. Puis je suis heureux d'être de retour, puis je suis fier d'être un Pont-Rougeois, parce que ça reste une ville qui est tout simplement formidable. Tu as fait ton primaire à l'école Personnage? Oui, et mon secondaire à l'école Saint-Charles. Donc à l'époque, on faisait jusqu'au secondaire 2. Et je suis allé à l'école secondaire Louis-Jobin à Saint-Raymond jusqu'au secondaire 5. Par la suite, je suis allé au cégep à Limoilou. J'ai tenté ma chance à l'université. C'était peut-être pas fait pour moi à l'époque. J'avais étudié en histoire. Et finalement, j'ai décidé d'aller au CRTQ, le Collège Radio-Télévision de Québec, où, écoute, ça a été une école de vie fantastique pour moi parce que j'avais pas de connaissances au niveau média. J'avais pas personne non plus à qui je pouvais peut-être me référer. Alors que des gars comme Alain Dufresne et Christian Lavoie, qui avaient à l'époque le CRTQ, nous ont accueillis à bras ouverts. Puis pour moi, ça a été vraiment fantastique. Puis j'ai eu la chance, dans le groupe qu'on était, d'être le seul qui était vraiment un gars qui voulait devenir un gars de sport. Donc à chaque fois qu'on faisait, que ce soit de la radio ou de la télé, je peux toujours me pratiquer comme le gars de sport. Et j'ai eu la chance d'avoir une entrevue pour aller à CFJO à Victoriaville. Puis on m'a engagé avant même que je termine mon cours au CRTQ. Puis tu sais, moi j'étais un peu inquiet, je disais, je veux avoir mon diplôme quand même. Puis il a dit oui, eux autres, c'était comme une fierté quand même quand les gens quittaient pour se trouver un emploi. Fait que je suis allé travailler à Victo pendant quelques années comme, oui, gars de sport à la base, mais quand tu travailles en région, puis tu dois le savoir, Michel, tu fais un petit peu de tout. Là, oui, absolument, tout. Alors, tu sais, j'ai même fait le côté musical la fin de semaine. J'ai même remplacé la secrétaire qui était partie en vacances. J'ai touché à tout. Puis ça a été vraiment là aussi une très belle école de vie parce que c'était comme mon premier endroit où travailler, mais c'est une station quand même très sérieuse, très stable, où j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis ensuite, je me suis dirigé vers CHRC, où là, on a fait beaucoup de sport. Je suis devenu non seulement un gars de sport, mais j'ai eu la chance de devenir le descripteur des capitales de Québec à partir de ce moment-là. Puis, tu as travaillé aussi, collaboré avec Choc FM. Oui. Parce qu'on est à Choc FM en ce moment. Tu as fait une collaboration avec Choc FM également. Oui, dès les débuts de l'histoire de la station, je faisais des chroniques de sport avec Raphaël Beaupré. J'avais trouvé ça vraiment le fun parce que, tu sais, on espère toujours qu'il va y avoir des stations qui vont fonctionner. Puis je suis content de voir que plusieurs années plus tard, ça fonctionne. Puis ça fonctionne encore très, très bien. Alors, ça a été une belle expérience dès le début de l'histoire de Choc FM. Puis peut-être qu'un jour je reviendrai, on ne sait jamais, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait avec Raphaël et la collaboration qu'on a eue. Cette passion pour le baseball te vient d'où? Parce que la plupart des Québécois, c'est le hockey, bien sûr, c'est une religion, mais il y en a moins qui sont des passionnés de baseball. Moi, j'en souviens, puis toi, t'en es un aussi. Fait que c'est un heureux mariage. Oui, mais je dirais que c'est sûr qu'à la base, mon père est un maniaque de sport, mais pas de baseball. Mon père était plus un maniaque de football, de basket, d'athlétisme et des choses comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup les chiffres aussi. Puis je pense que ça m'a attiré énormément. Puis tu sais, le baseball,
moi, j'aimais beaucoup le baseball à la radio. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télé. Donc, tu sais, de dire de s'asseoir pendant 3 heures puis d'écouter à l'époque Jacques Doucet, Roger Brulotte, Claude Raymond, peu importe qui était là, pour moi, c'était presque une religion. J'ai adoré le baseball dès le départ, puis c'était, tu sais, oui, la radio, les statistiques, regarder ce qu'on appelle les box scores le lendemain. Moi, je suis tombé en amour avec ce sport-là. C'est sûr que quand même, j'aimais le hockey, j'aimais le football, j'aimais le basket. J'ai toujours été un gars de sport d'équipe. Mais le baseball a toujours une place particulière dans mon cœur. Ici, dans notre région, c'était plus la balle rapide qu'on jouait, non pas le baseball. Puis ça aussi, ça m'a procuré, tu sais, j'ai eu la chance d'aller dans des championnats canadiens, autant comme joueur comme entraîneur, ça a été des belles expériences. Mais les gens sont tellement focusés sur le hockey. Puis je suis pas un grand amateur de violence. Moi, j'ai été élevé dans la paix, le calme. Donc, on dirait que le baseball m'attirait un petit peu plus aussi pour ça. Puis à partir du moment où on est arrivé à CHRC, puis on a dit, bon, on va faire les matchs des remparts, on va faire les matchs des capitales, qui fait quoi? Ben moi, j'ai opté pour les capitales, même si à l'époque, on connaissait moins les capitales, c'était la Ligue Northeast. C'est ce que je voulais faire parce que moi, la description d'un match de baseball, pour moi, c'est quelque chose de très particulier. Puis je pense que Jacques Doucet a fait un travail phénoménal pour faire connaître le baseball, faire aimer le baseball, franciser le baseball Absolument, aussi. donner des expressions. Exactement. Puis à partir de là, je pense que l'amour vient de tout ça mis ensemble. Mais à partir du moment que j'étais derrière un micro pour un match de balle, là, je savais que j'étais au bon endroit. Puis on le constate. Lorsqu'on regarde les matchs, puis on écoute tes commentaires, ta description, on voit que tu es un passionné de baseball. C'est gentil. Tu nous gardes devant l'écran. 17 ans, avec les Capitales de Québec, c'est quand même pas rien. Oui, puis écoute, quand ça a commencé au début des années 2000, on se disait, bon, tu sais, ça va être à long terme, parce que je dirais peut-être la crainte qu'on avait, c'était pas les capitales, mais la ligue où on jouait, parce qu'il y a des ligues où il y a un club qui disparaît, il y en a un autre qui apparaît, puis il y a une expansion à un endroit, il y a un autre club qui va se dissoudre. Alors, on n'était pas sûr si ça allait bien fonctionner. Fait qu'à la fin, je veux pas me tromper, c'est 2003. On est allé faire les séries avec les capitales. À l'époque, c'était à North Shore, dans le coin de Boston. Ça avait bien fonctionné. À partir de l'année suivante, on avait commencé à faire les matchs sur la route. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais partagé le travail avec Michel Carrier, qui avait fait quelques matchs sur la route. Puis c'était fantastique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de web diffusion. Donc, tu sais, tu étais à la radio, tu étais les yeux pour tout le monde qui suivait le baseball. Puis à un moment donné, les capitales sont devenues de plus en plus populaires. Et en 2006, les gens des capitales et le CHRC ont décidé de me trouver un partenaire. Au début, j'étais un peu hésitant parce que je me disais, j'aimais beaucoup travailler tout seul parce que tu as un peu tes habitudes, ta façon de faire. Mais finalement, quand on m'a dit que c'était Jacques Doucet qui allait venir... T'as dur de dire non. C'était impossible de dire non. Puis à partir de là, non seulement on a eu une collaboration au niveau travail, mais au niveau amitié aussi, on est devenus de très, très bons amis. Puis pendant 6 ans, j'ai travaillé avec Jacques. Puis, tu sais, Jacques m'a fait un commentaire quand il est arrivé que je trouvais très pertinent. Il m'a dit... j'ai beaucoup de choses à t'apprendre sur le baseball, mais tu as beaucoup de choses à m'apprendre sur les capitales et la Ligue Canadienne. Puis je trouvais que c'était bien dit pour dire, je suis pas là, j'arrive pas avec mes gros sabots pour dire, je vais te dire quoi faire. Écoute, ça a été une école de vie fantastique. J'ai appris, j'ai ri, on a eu du plaisir sans bon sens. Puis, tu sais, le monsieur, puis t'espères toujours, le monsieur que t'admires quand t'es jeune soit aussi gentil que tu l'espères. Puis c'est encore mieux que ce que j'avais espéré. Fait que pendant 6 ans, de 2006 à 2011, on a travaillé ensemble jusqu'à ce que TVA Sport ouvre ses portes. Et là, Jacques avait quitté pour TVA Sport. Mais moi, j'ai continué ensuite quelques années jusqu'à la fin des années 2010. Ça fait 17 ans au total. Mais à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Puis j'ai décidé de quitter les capitales pour devenir à temps plein avec TVA Sport. Quand on parle de sacrifice, pour faire des sacrifices, pour faire ce qu'on aime dans la vie, beaucoup de kilométrage, parce que ça t'amène à voyager de Pont-Rouge à Montréal, puis 90% du temps, tu reviens à Pont-Rouge après les matchs, quand même. Et on sait où TVA Sport est situé, là. C'est près du pont l'autre quartier, c'est pas évident dans les rues de Montréal. Non, puis il y a des soirs, les gens savent peut-être qu'il y a des soirs où il y a des feux d'artifice à la ronde, que là, on ferme tout ce qui est les rues alentour. On peut pas sortir de la station tant que les feux sont pas terminés. On va te dire, c'est des choses, c'est comme inimaginable quand tu viens d'une petite région. Mais moi, écoute, c'est certain que je déménagerai jamais à Montréal. Ça, c'est déjà clair, net et précis. Le trafic, les travaux, le coût de la vie, tout ce qui met ça ensemble, ça n'a comme aucun bon sens. Puis, tu sais, je t'avoue, il y a des fois que tu te promènes dans cette ville-là puis tu te dis comment les gens font pour être heureux ici. Parce qu'on est toujours, tu sais, tu te poses des questions sur chaque déplacement en disant, bon, est-ce que cette rue-là est ouverte, peux-tu me rendre là en auto? Moi, je trouve ça complètement fou. Mais moi, avec les capitales, j'ai voyagé à 90% aussi avec ma voiture ou la voiture de l'organisation. Je prenais rarement l'autobus parce que je ne suis pas un grand voyageur, ni autobus, ni avion.
Fait que j'étais déjà habitué de faire Québec-New York de nuit, après un match le jeudi soir à Québec, je voyageais de nuit, et j'arrivais le matin à New York, faisais un petit dodo, puis on repartait. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être plus de misère rendu à la quarantaine que quand j'en avais 25, mais à partir de là, tu développes des habitudes. Moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les livres audio également, parce que je suis un lecteur assidu. J'aime beaucoup les biographies de baseball, puis depuis quelques années, on a les livres audio. Donc, au lieu de lire le livre, c'est quelqu'un qui va faire la lecture pour toi, comme tu te promènes, pour lire le livre. Puis moi, je trouve ça fascinant parce que tu dis, c'est quelque chose que tu aimes, qui est bon pour ton emploi aussi, qui est bon pour ta culture générale. Fait qu'on dirait que tout ça mis ensemble, moi, je préfère voyager même de soir, de nuit, quand il y a moins de monde sur la route. J'ai soit ma musique, soit mes livres, puis j'ai pas trop de problèmes. C'est sûr que des fois, le calendrier fait en sorte qu'il faut que tu couches de temps à autre à Montréal parce que des fois, tu as des programmes doubles, tu as des matchs le soir, le matin et tout ça. Mais dans l'ensemble, je te dirais que c'est beaucoup de kilométrage, mais je ne changerais rien au monde de tout ça. Puis peu importe ce qui va arriver, moi j'ai ma maison à Pont-Rouge, je m'en vais nulle part, puis c'est certain que je ne déménagerai pas d'ici. Puis t'écoutes de la musique punk, c'est ça que j'ai trouvé drôle en regardant les notes de presse, de la musique punk, du métal, j'aurais pas pensé que François Paquette écoutait ce genre de musique-là. Oui, puis j'ai même mis mon gilet de John aujourd'hui. D'ailleurs, mon ami Vincent Bussière qui s'occupe du festival qui est à Pont-Rouge, c'est le Red Bridge Fest, qui est un festival je suis en plein dans la clientèle cible. Des gens qui sont entre 30 et 50 ans, qui ont aimé la musique punk des années 90. J'ai toujours été un gars qui aime le punk, le métal, les choses qui sortent de l'ordinaire, qui passent pas à la radio. Puis j'ai la chance d'avoir une conjointe qui trippe un peu sur la même musique. Fait qu'on a une belle collection de disques et de vinyles et de toutes sortes de choses pour justement plaire à nos goûts. Mais c'est sûr que dans le monde de la télé où tu peux pas nécessairement avoir une coupe de cheveux qui sort de l'ordinaire ou faire en sorte que ça paraisse peut-être. Il y a peu de gens qui savent ça. Mes amis, évidemment, le savent très bien. Mais je suis encore un adepte. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de bands que j'aime qui sortent des albums. Puis je suis de la vieille école. Fait que moi, j'aime encore les CD puis les vinyles. Je suis pas très iPod, des choses comme ça. Fait que moi, j'aime encore acheter des vinyles, acheter des CD, avoir le plaisir de découvrir un band quand tu pars pour Montréal une journée en disant je vais pouvoir l'écouter aujourd'hui, ce nouvel album-là. Puis c'est vraiment, ça fait partie de mes passions. J'ai aucun talent en musique, 0. Mais pour écouter, pour être un passionné là-dessus, j'en suis un vrai. Là. Est-ce que Russell Martin, on l'a vu un peu dans les parages, au match des Blue Jays, il a été entraîneur aussi pour l'équipe Canada, c'est quelque chose qui l'intéresse, parce qu'on prend comme exemple Martin Saint-Louis, il n'avait aucune expérience comme entraîneur-chef, là. Est-ce qu'on pourrait assister au même phénomène avec Russell Martin, avec les Blue Jays de Toronto? Je sais que dans le cas de Russell, je sais que l'intérêt est là, mais je pense qu'à l'inverse de Martin Saint-Louis, moi je pense qu'il devrait aller dans les mineurs pour faire un peu, disons, augmenter un peu son expérience. Parce que tu as beau avoir été un receveur, il a été receveur de très bonnes équipes, participé aux séries avec je pense les Yankees, Dodgers, les Blue Jays, les Pirates, a fait un travail phénoménal. Mais je pense qu'il a besoin d'aller s'asseoir sur un banc au départ comme un instructeur sur le banc pour dire que tu es le bras droit d'un gérant, que ce soit au niveau 1, 2A, 3A, pour vraiment faire tes classes, parce que c'est très très rare dans le monde du baseball qu'on va aller chercher un gars qui n'a pas l'expérience d'un gérant et en plus qui n'est plus dans le giron du baseball majeur depuis quelques années. Tu sais, Russell comme ses petites affaires avec sa famille puis avec sa business et tout ça, puis c'est tout à fait normal. Mais je pense que s'il veut vraiment avoir une chance, il doit retourner dans le baseball mineur parce que je serais très surpris qu'à un moment donné, le gérant dise écoute, j'ai 8 noms sur ma liste, puis tu sais, c'est le seul qui, comme tu dis, qui est vert, qui n'a pas d'expérience, je vais l'appeler, voir s'il y a de l'intérêt. C'est sûr que Russell aurait de l'intérêt, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver. Il doit absolument retourner dans le baseball mineur. Puis ça, c'est difficile des fois parce que quand tu as gagné des millions, quand tu t'es promené en avion, là, soudainement, ce serait l'autobus, les petits hôtels 2 étoiles. Là, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais ça fait quand même partie du processus. Ça. François Paquette, merci beaucoup. Merci Michel, c'est très gentil. Merci beaucoup d'avoir préparé l'émission. Et bravo pour ton excellent travail à TVA Sport. Très gentil. Tu communiques ta passion, puis c'est formidable. Alors voilà pour cette entrevue avec François Paquette, en vous rappelant que vous écoutez Bureau Rencontre. Merci d'être là.